Il existe une douleur particulière à être invisible aux yeux de ceux qui devraient vous aimer en premier. Camille l'a découvert un soir de novembre, dans le salon familial de Biarritz, quand un geste brutal a fait voler en éclats bien plus qu'un simple morceau de tissu. Ce soir-là, elle a compris qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à vous voir, on peut seulement choisir de partir. Ceci est le récit de ce départ. Cette œuvre est une fiction. Les personnages, situations et événements sont imaginaires. Les lambeaux de satin ivoire gisaient sur le parquet comme des cadavres de papillons. Et Camille restait immobile, devant ce qui avait été sa robe de mariée 3 heures plus tôt, cette pièce unique qu'elle avait mise 6 mois à choisir dans une boutique de la rue Mazagran, et qui n'était maintenant plus qu'un amas de tissus lacérés, le corsage fendu en 3 endroits, la traîne arrachée avec une violence méthodique qui ne laissait aucun doute sur l'intention derrière le geste. Elle avait garé sa voiture devant la villa basque de la Côte des Basques vers 18 heures ce soir-là. Cette maison aux volets rouges où elle avait grandi dans l'ombre permanente de Chloé, sa sœur aînée, qui captait toute la lumière familiale avec cette facilité naturelle des enfants préférés qui ne doutent jamais de leur valeur. Thomas l'accompagnait, son fiancé patient et doux qui serrait sa main en lui promettant que tout irait bien, que sa mère finirait par être heureuse pour leur mariage prévu le lendemain. Et Camille avait hoché la tête sans conviction, parce qu'elle savait déjà au fond d'elle-même que cette soirée allait mal se terminer. Elle l'avait toujours su. La porte s'était ouverte sur Monique, qui les avait regardés avec cette expression pincée qu'elle réservait exclusivement à Camille, sans sourire, sans félicitations pour le mariage imminent, juste ce froncement de sourcils qui signifiait que leur présence tombait au pire moment possible. L'odeur du champagne et des canapés au saumon fumé flottait dans l'entrée, préparatif du vernissage de Chloé prévu le soir même à la galerie d'art du centre-ville. Cet événement mondain qui mobilisait toute l'énergie maternelle depuis 3 semaines, alors que Camille avait organisé son propre mariage pratiquement seule avec l'aide d'Inès, sa collègue de l'Institut océanographique. Chloé était installée devant le miroir de l'entrée, ajustant sa robe Dior noire avec cette assurance tranquille des femmes qui n'ont jamais eu besoin de mendier l'attention. Et elle avait lancé un « Tiens, la petite sœur se marie finalement », avec ce sourire en coin qui transformait chaque phrase en piqûre subtile. Camille avait demandé si sa robe de mariée était prête, celle qu'elle avait déposée le matin même pour un simple repassage, et le silence qui avait suivi cette question aurait dû la prévenir que quelque chose de terrible venait de se produire. Monique avait disparu vers le salon sans répondre, puis elle était revenue tenant la robe avec cette expression froide et déterminée qu'elle prenait quand elle s'apprêtait à asséner une vérité qu'elle jugeait nécessaire. Sauf que le satin ivoire était maintenant déchiqueté, lacéré avec une précision qui ne devait rien au hasard, les perles de la broderie arrachées et dispersées sur le parquet comme des larmes cristallisées. Les mots qui avaient suivi étaient assortis de la bouche maternelle avec une netteté clinique qui rendait leur violence encore plus insoutenable. Tu n'as pas le droit d'être plus belle que ta sœur. Pas d'excuses, pas d'embarras. Juste cette déclaration factuelle, comme si détruire la robe de mariée de sa propre fille, la veille de la cérémonie, était un acte légitime de régulation familiale. Et Chloé avait ri doucement depuis son poste d'observation, en ajoutant que Camille devrait apprendre à rester à sa place, que ce soir l'attention était focalisée sur son vernissage à elle, pas sur un mariage banal qui de toute façon ne durerait probablement pas plus de 3 ans. Thomas avait lâché la main de Camille pour faire un pas en avant, le visage blême, demandant si elle réalisait la gravité de ce qu'elle venait de faire, et Bernard était apparu dans l'encadrement de la porte avec son journal plié sous le bras en marmonnant de ne pas faire d'histoire pour une simple robe qu'on pouvait facilement remplacer. Cette phrase avait été la goutte qui fait déborder le vase, ce « ne fais pas d'histoire » qu'elle entendait depuis l'enfance chaque fois qu'elle osait exprimer une douleur ou une injustice, et Camille avait senti cette rage froide remplacer brutalement toutes ces années de tristesse résignée et d'acceptation muette. Elle avait ramassé les lambeaux de satin avec des gestes mécaniques, les repliant soigneusement comme si c'était encore une pièce entière, puis elle avait regardé sa mère droit dans les yeux, avec un calme qui l'avait surprise elle-même, avant de quitter la maison sans un mot de plus. Dans la voiture, Thomas la suppliait de dire quelque chose, de hurler, de pleurer, de réagir d'une façon ou d'une autre, mais Camille était déjà ailleurs mentalement, calculant froidement ce qu'elle devait faire dans les heures suivantes pour annuler un mariage prévu pour 120 invités et récupérer les acomptes versés. À 23 heures, assise sur le canapé de leur appartement pendant que Thomas essayait maladroitement de la consoler,
Elle avait sorti son téléphone et commencé à envoyer des messages d'annulation à tous les invités, un texte sobre qui mentionnait des raisons personnelles sans explication supplémentaire. Le dernier message était destiné à sa mère, et sa main avait tremblé une seconde au-dessus de l'écran avant qu'elle ne pense à toutes ces années passées à mendier un regard approbateur qui n'était jamais venu et qu'elle ne tape les mots qui allaient sceller définitivement la rupture. « Vous m'avez appris que je ne comptais pas. Merci pour la leçon. Ne me recontactez plus. » Elle avait appuyé sur envoyer puis bloqué tous les numéros familiaux d'un geste sec, et pour la première fois depuis 28 ans, elle ne ressentait ni tristesse ni regret, juste cette certitude absolue qu'elle venait de reprendre le contrôle d'une vie qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Le studio de 22 mètres carrés sentait l'humidité et le salpêtre, mais les fenêtres donnaient directement sur l'océan Atlantique, et c'était tout ce qui comptait pour Camille quand elle avait signé le bail 3 jours après avoir quitté l'appartement qu'elle partageait avec Thomas. Cette urgence viscérale de mettre de la distance entre elle et les décombres de sa vie d'avant. Chaque matin, en ouvrant les volets sur la plage de la côte des Basques, elle se demandait si cette sensation de vide dans sa poitrine finirait par disparaître, ou si c'était simplement le prix à payer pour avoir choisi sa dignité plutôt que l'illusion d'une famille aimante. Et certains jours, la réponse à cette question lui importait moins que d'autres, parce qu'au moins maintenant, elle respirait sans cette oppression permanente qui l'avait accompagnée pendant 28 ans. Thomas avait refusé de comprendre au début, la bombardant de messages qui répétaient en boucle qu'on ne détruit pas une relation à cause d'une dispute familiale, que toutes les mères ont leurs défauts, qu'elle réagissait de manière excessive comme toujours, et c'est ce « comme toujours » qui avait achevé définitivement ce qui restait entre eux, parce qu'elle avait soudain réalisé qu'il la voyait exactement comme sa famille la voyait. Elle lui avait rendu la bague de fiançailles dans sa petite boîte en velours bleu sans larmes, ni explication supplémentaire, juste cette fatigue immense des femmes qui ont compris qu'elles méritaient mieux que la tiédeur des hommes incapables de valider leur douleur. L'Institut océanographique était devenu son seul ancrage dans ce naufrage généralisé. Ses longues heures passées à analyser des échantillons de zoster marines prélevés dans la baie pendant que les regards en coin de ses collègues parlaient d'eux-mêmes dans les couloirs. Personne n'osait poser de questions sur le mariage annulé, mais les silences gênés dans la salle de pause étaient plus éloquents que n'importe quelle interrogation directe, et Camille avait pris l'habitude de déjeuner seule dans son bureau en grignotant des sandwichs de la boulangerie du coin. Son projet de recherche sur la restauration des herbiers marins était sa bouée de sauvetage. Cette observation minutieuse de la résilience extraordinaire de plantes capables de recoloniser des zones détruites si on leur laissait l'espace et le temps nécessaires. Et elle se demandait souvent si elle possédait, elle aussi, cette capacité à repousser après avoir été arrachée de ses racines familiales. C'est Inès qui avait brisé le mur de silence un mardi matin en posant brutalement un café et un pain au chocolat sur son bureau avec cette franchise directe des femmes qui ne supportent pas les faux-semblants, s'asseyant sans invitation sur la chaise en face d'elle, en déclarant qu'elle avait cette tête des filles qui viennent de perdre quelque chose d'important. Camille avait craqué, racontant tout d'un trait, la robe déchirée, le message glacial, la rupture avec Thomas, et Inès l'avait écouté sans l'interrompre en hochant la tête aux moments cruciaux. Quand le récit s'était tari, vidé de mots et de larmes, la technicienne marocaine avait allumé sa cigarette électronique, malgré l'interdiction, et raconté sa propre histoire de rupture familiale. Ce jour où, à 22 ans, elle avait refusé le mariage arrangé avec son cousin et quitté la maison parentale avec un sac à dos et 300 € en poche. Ma mère m'a dit que j'étais morte pour elle. Ça fait 20 ans maintenant. Elle ne m'a jamais rappelé. Je ne l'ai jamais recontactée et tu sais quoi? Je respire mieux chaque jour qui passe. Tosta, les messages de Monique continuèrent d'arriver sur le téléphone principal que Camille n'avait pas bloqué par curiosité morbide, oscillant entre manipulation émotionnelle et menaces à peine voilées. Tu fais honte à la famille. Ta sœur pleure à cause de ton égoïsme. Et le plus surréaliste, tu me dois des excuses pour avoir gâché le vernissage de Chloé avec ton drame inutile. Elle avait fini par bloquer ce numéro aussi, une libération étrange qui ressemblait à couper une chaîne invisible. Et c'est exactement à ce moment-là que son téléphone professionnel avait vibré avec un appel du directeur de l'Institut qui allait changer la trajectoire de sa vie de manière irréversible. La mission européenne était tombée comme une bouée de sauvetage, lancée à une naufragée qui commençait à couler, un projet transfrontalier de recherche sur la biodiversité marine entre la France et l'Espagne qui nécessitait un coordinateur capable de jongler entre 2 langues et 2 cultures scientifiques. Et le directeur de l'Institut
avait pensé immédiatement à Camille pour ce poste basé à Saint-Sébastien avec des allers-retours réguliers à Biarritz. Elle avait accepté sans réfléchir, poussée par ce besoin viscéral de mettre de la distance géographique entre elle et les ruines fumantes de sa vie familiale, et 3 semaines plus tard, elle se retrouvait dans un bureau lumineux du centre océanographique de la Concha, à coordonner des réunions avec des chercheurs basques espagnols qui ne connaissaient rien de son histoire et la traitaient simplement comme une scientifique compétente. Le rythme était épuisant. Des journées de 12 heures passées entre analyse de données, plongées d'observations et rapports pour Bruxelles, mais cette fatigue était un anesthésiant bienvenu qui l'empêchait de penser aux messages de plus en plus agressifs de sa mère, qu'elle lisait parfois tard le soir avant de les supprimer méthodiquement. Inès lui avait donné le numéro d'une psychologue spécialisée en traumatismes familiaux, installée à Bayonne, qui acceptait les consultations en visioconférence, et après 2 semaines d'hésitation, Camille avait fini par prendre rendez-vous un jeudi soir, en se disant qu'elle n'avait plus rien à perdre de toute façon. La première séance avait été déstabilisante, assise devant son ordinateur portable dans sa chambre d'hôtel, pendant que cette quinquagénaire aux cheveux gris coupés courts lui posait des questions qui ressemblaient à des scalpels ouvrant des plaies soigneusement refermées depuis l'enfance. Elle avait raconté la robe déchirée, bien sûr, mais aussi tous ces autres moments minimisés pendant des années, son baccalauréat mention très bien fêté par un dîner express au McDonald's, alors que celui de Chloé avait donné lieu à un restaurant gastronomique, ses publications scientifiques jamais mentionnées au repas de famille, tandis que le moindre dessin de sa sœur était encadré et accroché au mur, cette sensation permanente d'être invisible même quand elle occupait physiquement le même espace que sa mère. La psychologue avait laissé un long silence s'installer après que Camille eut terminé son récit haché de sanglots refoulés. Puis elle avait prononcé des mots qui allaient réorganiser complètement la compréhension de sa propre histoire. Ce que vous décrivez correspond exactement au schéma du bouc émissaire familial. Dans les systèmes dysfonctionnels, un membre est désigné inconsciemment pour porter tous les échecs et frustrations du groupe. Ce n'est pas que vous étiez moins bien que votre sœur, Camille. C'est que la famille avait besoin de quelqu'un sur qui projeter ses propres failles. Les mots avaient résonné comme une clé tournant enfin dans une serrure rouillée depuis 28 ans, et quelque chose s'était dénoué dans sa poitrine, pas un soulagement, mais plutôt cette rage froide et validée de comprendre que sa douleur n'était pas le fruit de son imagination ou de sa sensibilité excessive, mais le résultat prévisible d'un mécanisme toxique documenté par des décennies de recherche psychologique. Ce que Camille ne savait pas encore, c'est que les études montrent que le bouc émissaire familial développe souvent une hyper-réussite compensatoire, cherchant désespérément à prouver sa valeur à des gens qui ne la verront jamais vraiment, et que des milliers de personnes vivent cette même dynamique silencieuse en croyant être seules et défaillantes. La thérapeute avait continué en expliquant que les boucs émissaires ne sont jamais choisis au hasard, mais représentent souvent une menace inconsciente pour l'équilibre narcissique du parent dominant. Et Camille avait soudainement compris pourquoi elle avait enchaîné les diplômes, les publications, les prix universitaires, avec cette frénésie qui n'avait jamais apporté la reconnaissance maternelle espérée, parce que le jeu était truqué dès le départ et qu'elle ne pouvait pas gagner soit ses performances. 2 jours après cette séance révélatrice, alors qu'elle analysait des échantillons d'algues dans le laboratoire de Saint-Sébastien, son téléphone professionnel avait vibré avec un appel de son père sur un numéro qu'elle n'avait pas pensé à bloquer, la voix de Bernard inhabituellement grave qui lui annonçait que sa mère avait fait un malaise cardiaque et était hospitalisée au CHU de Bayonne et qu'il était temps qu'elle rentre parce que la famille avait besoin d'elle. La nuit avait été interminable. Assise sur le balcon de sa chambre d'hôtel à Saint-Sébastien, pendant que les lumières de la ville s'éteignaient une à une et que le message de son père tournait en boucle dans sa tête comme un disque rayé, ce mélange toxique de culpabilité et de rage qui lui tordait l'estomac, chaque fois qu'elle pensait à sa mère hospitalisée quelque part à Bayonne, sans qu'elle se précipite à son chevet comme une fille dévouée était censée le faire. À 6 heures du matin, après avoir appelé sa psychologue en urgence pour une session improvisée, elle avait ouvert sa boîte mail et tapé une réponse sobre à son père en pesant chaque mot comme on pose des briques pour construire un mur de protection. « J'espère que maman se rétablira rapidement. Je ne viendrai pas. Prenez soin d'elle comme vous avez toujours pris soin de Chloé. » La réponse de Bernard était arrivée 30 minutes plus tard, un paragraphe décousu qui oscillait entre incompréhension et reproches voilés, lui demandant comment elle pouvait être aussi égoïste, aussi froide, aussi différente de la fille douce et accommodante qu'elle avait toujours été. Elle avait souri amèrement en lisant ces mots,
parce qu'elle comprenait maintenant que c'était exactement le problème. Elle avait été trop douce, trop accommodante, trop disposée à s'effacer pour ne pas déranger l'équilibre précaire d'une famille qui fonctionnait uniquement parce qu'elle acceptait d'être invisible. Sa psychologue l'avait félicitée pour avoir posé ce que les anglo-saxons appellent une boundary, une limite saine qui protège l'intégrité émotionnelle sans être une agression, juste une affirmation claire de ce qu'on est prêt à accepter ou non dans une relation, et pour la première fois de sa vie, Camille comprenait qu'elle avait le droit de dire non à sa famille sans être une mauvaise personne. Le projet européen se révélait être exactement ce dont elle avait besoin, une structure stable qui donnait du sens à ses journées pendant que sa vie personnelle était en reconstruction. Les données qu'elle collectait sur la régénération des herbiers marins dans la baie de la Concha étaient prometteuses, assez pour justifier une publication dans Marine Ecology Progress Series, cette revue scientifique prestigieuse que seuls les meilleurs chercheurs parvenaient à intégrer. Et quand l'article avait été accepté après révision, elle avait ressenti cette fierté pure qu'elle n'avait jamais connue parce que personne dans sa famille ne s'était jamais vraiment intéressé à son travail. La conférence à Donostia avait lieu un jeudi pluvieux de novembre, une journée scientifique organisée par l'Université basque où elle devait présenter ses résultats préliminaires devant une 50aine de chercheurs internationaux. C'est là qu'elle avait rencontré Diego, biologiste marin espagnol de 35 ans, qui travaillait sur un projet similaire de restauration côtière et qui avait cette façon directe et chaleureuse de parler de la science comme d'une passion plutôt que d'une simple carrière professionnelle. Ils avaient déjeuné ensemble après sa présentation dans un bar du centre historique en partageant des pintexos. Et la conversation avait naturellement dérivé vers leur vie personnelle avec cette facilité étrange qu'on a parfois avec des inconnus qui ne nous jugent pas. Diego lui avait raconté qu'il n'avait pas parlé à sa propre famille depuis 6 ans, depuis le jour où son père l'avait frappé pour avoir refusé de reprendre l'entreprise familiale de construction au lieu de poursuivre une carrière académique sans prestige social ni revenu garanti. Cette révélation avait créé entre eux une reconnaissance immédiate, celle des gens qui ont vécu le même exil choisi et qui comprennent sans avoir besoin d'explications détaillées la douleur et la libération que représente la rupture familiale. Ils étaient redevenus amis avec une rapidité déconcertante, Diego devenant son confident le plus proche, celui qui répondait à ses messages à 3 heures du matin quand la culpabilité la réveillait en sueur et qui lui rappelait qu'elle avait fait le bon choix. Entre-temps, Chloé avait trouvé son numéro professionnel et laissé un message vocal d'une violence inouïe, l'accusant d'avoir abandonné leur mère mourante, de n'avoir aucun cœur, d'être un monstre d'égoïsme qui méritait de finir seul et misérable. Elle avait écouté le message jusqu'au bout sans broncher, avant de le supprimer et de bloquer ce numéro aussi, un geste qui ressemblait de plus en plus à un réflexe de survie. 3 semaines plus tard, le directeur de l'Institut océanographique l'avait convoqué dans son bureau avec cette expression qu'il prenait quand il avait des nouvelles importantes à annoncer. Et ce qu'il lui avait dit ce jour-là allait changer complètement la trajectoire de sa carrière. Le mail officiel de l'Académie des sciences était arrivé un mardi matin à 9 heures précises, et Diego, qui travaillait à côté d'elle dans le laboratoire de Saint-Sébastien, avait levé les yeux en l'entendant lâcher un petit cri étranglé devant son écran, la bouche ouverte sur des mots qui refusaient de sortir, parce que son cerveau avait du mal à traiter l'information qu'elle venait de lire, 3 fois d'affilée, pour être certaine de ne pas halluciner. Elle avait remporté le prix Jeune chercheur, cette distinction nationale qui couronnait les travaux les plus prometteurs en biologie marine, et que seulement 5 scientifiques de moins de 35 ans recevaient chaque année parmi des centaines de candidatures soumises par les laboratoires français. Les larmes avaient coulé silencieusement sur ses joues pendant qu'elle relisait l'email. Pas de tristesse, mais de cette joie incrédule des gens qui réalisent soudain que leur travail acharné a enfin été vu et reconnu par quelqu'un qui comptait vraiment. La cérémonie avait lieu à Paris au Palais de l'Institut de France un jeudi de novembre, dans cette salle majestueuse sous la coupole où les académiciens en habits verts applaudissaient poliment pendant qu'elle montait sur scène avec cette robe bleu marine qu'Inès l'avait convaincue d'acheter aux Galeries Lafayette. Diego et Inès étaient intervenus spécialement pour l'occasion, assis au 3e rang comme une famille choisie qui valait infiniment plus que celle du sang, et quand Camille les avait aperçus dans la salle, elle avait senti quelque chose se serrer dans sa gorge, parce qu'elle comprenait enfin ce que signifiait être soutenue inconditionnellement. Son discours avait duré 7 minutes exactement.
des mots soigneusement pesés sur la résilience extraordinaire des écosystèmes marins, capables de se régénérer après une destruction quasi totale, à condition qu'on leur laisse l'espace et le temps nécessaires pour reconstruire leur structure fondamentale. Tout le monde dans la salle comprenait la métaphore évidente, mais personne ne le mentionnait, parce que c'était précisément ce qui rendait le message si puissant. Cette double lecture qui parlait autant de zoostère marine que de reconstruction personnelle après un traumatisme familial. La presse scientifique avait repris ces mots dans plusieurs articles. France Culture l'avait interviewé pour une émission sur les jeunes chercheurs qui révolutionnent leur discipline. Et pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression d'exister vraiment aux yeux du monde, au-delà du rôle d'ombre qu'on lui avait assigné depuis l'enfance. 2 semaines après la cérémonie, un article était paru dans Sud-Ouest sous le titre « Une biologiste biarrotte, étoile montante de l'océanographie française », accompagné d'une photo d'elle en combinaison de plongée, analysant des échantillons sur un bateau de recherche. L'article mentionnait son parcours brillant, sa nomination européenne, le prix de l'Académie. Et Camille savait avec une certitude absolue que sa mère allait tomber dessus tôt ou tard, parce que Monique lisait religieusement la presse locale chaque matin en cherchant des mentions de la famille pour alimenter sa fierté sociale. L'appel était arrivé 3 jours plus tard d'un numéro inconnu qu'elle avait eu la stupidité de décrocher en pensant que c'était peut-être un journaliste demandant une interview supplémentaire. La voix de Monique avait envahi son oreille avec cette fausse douceur qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose, un flot de mots qui tentèrent de réécrire l'histoire en temps réel. « Ma chérie, on est tellement fiers de toi avec ce prix magnifique. Tu sais, j'ai toujours su que tu ferais de grandes choses. Je le disais justement à Chloé hier. Ta petite sœur a toujours été brillante même si elle était discrète. » Les mensonges s'enchaînaient avec cette facilité déconcertante des gens qui effacent 28 ans d'indifférence et d'humiliation comme si rien ne s'était jamais passé. Camille avait laissé sa mère parler pendant exactement 30 secondes. Cette logorée manipulatrice qui tentait de la ramener dans le giron familial maintenant qu'elle était devenue quelqu'un de visible et de valorisant socialement, puis elle avait simplement raccroché sans un mot et bloqué ce numéro aussi, un geste qui lui avait procuré une satisfaction froide et définitive. Diego lui avait proposé quelques jours plus tard, autour d'un café dans un bar de la vieille ville de Saint-Sébastien, de venir co-diriger avec lui un nouveau laboratoire conjoint franco-espagnol dédié à la restauration des écosystèmes côtiers, un poste permanent qui signifierait déménager définitivement en Espagne et couper les derniers fils géographiques qui la reliaient encore à Biarritz. En triant ses affaires dans son studio qu'elle s'apprêtait à quitter définitivement, elle était tombée sur une enveloppe froissée glissée sous sa porte sans timbre ni cachet, une lettre manuscrite de son père qu'il n'avait apparemment jamais eu le courage d'envoyer officiellement, et en lisant les mots tremblants, elle avait senti quelque chose bouger imperceptiblement dans sa poitrine. L'installation à Saint-Sébastien s'était faite en douceur, un appartement lumineux dans le quartier de Gros, avec vue sur la plage de Zuriola. Et pour la première fois depuis des mois, Camille se réveillait le matin sans cette boule d'angoisse dans l'estomac qui l'accompagnait depuis l'incident de la robe, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à de la sérénité. Le laboratoire franco-espagnol tournait à plein régime, des journées remplies de plongées, d'analyses et de réunions avec les partenaires européens. Et Diego était devenu bien plus qu'un simple collègue, plutôt ce frère de cœur qu'elle n'avait jamais eu et qui comprenait sans jugement les cicatrices invisibles qu'on porte quand on a grandi dans une famille toxique. Mais la vie a cette façon particulière de vous rattraper quand vous pensez avoir enfin tourné la page. Et c'est exactement ce qui s'était produit un jeudi après-midi à Bordeaux lors d'une conférence sur les écosystèmes côtiers organisée par l'université. Elle était sortie déjeuner dans un café des Chartrons, ce quartier qu'elle connaissait bien pour y avoir vécu pendant ses années d'études. Et en poussant la porte de la terrasse, elle était tombée nez à nez avec Chloé, assise seule à une table du fond, visiblement fatiguée et vieillie de plusieurs années en seulement quelques mois. Le silence qui avait suivi cette reconnaissance mutuelle était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Puis Chloé avait fait un geste hésitant vers la chaise vide en face d'elle, murmurant qu'elle devait reparler, qu'il était temps d'avoir une vraie conversation. Camille aurait pu partir, tourner les talons et quitter le café comme si de rien n'était, mais quelque chose dans l'expression de sa sœur, cette vulnérabilité inhabituelle qui remplaçait l'arrogance habituelle, l'avait poussée à s'asseoir malgré toutes les alarmes qui hurlaient dans sa tête. Ce qui avait suivi était une confession désordonnée qui avait duré presque 1 heure, Chloé racontant entre 2 sanglots refoulés que son mariage parfait était un désastre complet,
que son mari la trompait ouvertement avec sa secrétaire, qu'elle avait perdu son emploi à la galerie d'art après une dispute avec le propriétaire, et que leur mère la critiquait maintenant constamment pour ne pas avoir d'enfant à 33 ans. Maman dit que je suis une déception, exactement ce qu'elle te disait avant. Les mots étaient sortis avec une amertume qui sonnait étrangement sincère, et Camille avait senti cette empathie inattendue monter en elle, pas pour la sœur qui l'avait humiliée pendant des années, mais pour cette femme brisée qui découvrait enfin ce que signifiait être du mauvais côté de l'affection maternelle conditionnelle. Elle avait écouté sans l'interrompre, hochant la tête aux moments appropriés, puis quand Chloé avait terminé son récit en la suppliant presque de revenir, de pardonner, de redevenir une famille, Camille avait pris une longue inspiration avant de répondre avec cette clarté tranquille qu'elle avait acquise en thérapie. « Ce que tu vis maintenant, je l'ai vécu pendant 28 ans. La différence, c'est que j'ai choisi d'en sortir. Tu peux faire pareil, Chloé. Mais je ne peux pas te sauver, et je ne reviendrai pas. » Les mots étaient sortis sans colère, juste cette affirmation factuelle de ce qui était possible et de ce qui ne l'était pas. Et Chloé avait éclaté en sanglots en l'accusant d'être devenue froide et insensible. Camille avait payé les 2 cafés, posé doucement sa main sur l'épaule de sa sœur pendant quelques secondes, puis elle était partie sans se retourner, troublée mais ferme dans sa décision. Le soir même, assise dans sa chambre d'hôtel bordelaise, elle avait appelé sa psychologue pour débriefer cette rencontre inattendue, et les mots de la thérapeute avaient décristallisé ce qu'elle ressentait confusément. On peut avoir de la compassion sans sacrifier ses limites. Vous n'êtes pas responsable de sauver votre sœur de la même dynamique dont vous vous êtes extraite. La compassion, oui. Le sacrifice de votre santé mentale, non. Cette distinction entre empathie et responsabilité émotionnelle était quelque chose que Camille apprenait lentement à intégrer, comprenant qu'on pouvait souhaiter le bien de quelqu'un sans pour autant se noyer avec lui. 3 semaines plus tard, alors qu'elle était rentrée à Saint-Sébastien et avait presque oublié cet épisode, une enveloppe recommandée était arrivée à son laboratoire avec le tampon d'une étude notariale de Bayonne, et en l'ouvrant, elle avait senti son cœur s'accélérer brutalement, parce que ce qui était écrit là allait changer absolument tout. La salle d'attente du cabinet notarial sentait le cuir et la cire d'abeille, cette odeur feutrée des lieux où on règle les affaires importantes de la vie, et Camille était assise sur une chaise Louis XVI en essayant de calmer les battements désordonnés de son cœur pendant que la secrétaire lui souriait poliment derrière son bureau en acajou. Elle n'avait pas revu sa famille depuis 6 mois, 6 mois de silence radio complet qui lui avaient permis de respirer enfin sans cette oppression permanente dans la poitrine, et maintenant elle allait se retrouver dans la même pièce que sa mère et sa sœur pour l'ouverture du testament de sa grand-mère Simone, décédée 3 semaines plus tôt dans une maison de retraite de Bayonne, sans que personne ne pense à prévenir Camille de son état de santé déclinant. La porte du bureau s'était ouverte sur Maître Roussel, notaire bedonnant d'une 60aine d'années, qui les avait invités à entrer d'un geste cérémonieux, et en franchissant le seuil, Camille avait croisé le regard de Monique, un mélange de rage froide et de mépris calculé, qui aurait pu la faire vaciller quelques mois plus tôt, mais qui maintenant glissait sur elle comme de l'eau sur du verre. Chloé était assise à côté de leur mère, les traits tirés et les yeux rougis, et elle avait esquissé un petit sourire triste en direction de Camille, qui l'avait surprise parce qu'il semblait presque authentique, presque dénué de cette malveillance habituelle qui caractérisait leurs interactions depuis l'enfance. Maître Roussel avait ouvert une chemise en carton beige, sorti plusieurs documents et commencé à lire d'une voix monocorde les dernières volontés de Simone Mercier, née en 1943, décédée le 22 octobre 2026, et ce qui avait suivi avait créé un silence si épais dans la pièce qu'on aurait pu entendre une mouche voler. L'appartement du quartier Saint-Esprit à Bayonne, estimé à 350 000 €, revenait intégralement à Camille, ainsi qu'une somme de 150 000 € placée sur un compte épargne à la caisse d'épargne, soit la quasi-totalité du patrimoine de Simone, à l'exception d'une petite somme symbolique de 10 000 € léguée à Monique, pour services rendus durant mes dernières années. Le notaire avait continué sa lecture imperturbable, pendant que Monique se levait brusquement de sa chaise, le visage cramoisi, hurlant que c'était impossible, que sa mère avait perdu la tête, que Camille avait manipulé une vieille femme malade pour s'approprier un héritage qui ne lui revenait pas de droit. Maître Roussel avait levé la main avec cette autorité tranquille des hommes habitués à gérer les drames familiaux dans leur bureau, expliquant d'une voix ferme que Madame Mercier était parfaitement lucide lors de la rédaction de ce testament 3 ans plus tôt,
qu'il avait personnellement vérifié ses facultés mentales conformément aux obligations légales et qu'un certificat médical attestant de sa pleine capacité juridique était joint au dossier. Il avait ensuite sorti une enveloppe cachetée portant le prénom de Camille, d'une écriture tremblante, précisant que Simone avait demandé que cette lettre soit remise en main propre lors de la lecture du testament. Les doigts de Camille tremblaient en décachetant l'enveloppe, et les mots tracés à l'encre bleue sur le papier vélin avaient fait monter des larmes qu'elle avait eu du mal à retenir. « Ma chère Camille, tu as toujours été celle qui me ressemblait le plus, courageuse, indépendante, refusant de plier l'échine devant les petits tyrans domestiques. Ta mère n'a jamais compris ça. Elle cherchait à te briser comme on l'avait brisée elle-même. Mais tu as tenu bon et j'en suis fière. Cet argent est pour que tu continues à voler de tes propres ailes, loin de ceux qui voudraient te rogner les plumes. Ne laisse personne te faire courber la tête, ma belle. Mamie Simone qui t'aime. » Monique avait arraché la lettre des mains de Camille avant qu'elle puisse réagir, la parcourant rapidement avant de la froisser rageusement en déclarant qu'elle allait contester ce testament frauduleux, qu'aucun juge censé ne pourrait valider un tel abus de faiblesse caractérisé, et maître Roussel avait soupiré en rangeant méthodiquement ses documents avant d'expliquer avec une patience professionnelle que le droit français protégeait la liberté testamentaire et que, conformément à l'article 901 du Code civil, un testament holographe rédigé dans les formes légales ne pouvait être annulé que pour vice de consentement dûment prouvé. Camille était sortie du cabinet notarial dans un état second, serrant l'enveloppe froissée contre sa poitrine, et c'est sur le trottoir de la rue du Port-Neuf que Chloé l'avait rattrapée, essoufflée, pour lui murmurer que leur mère avait déjà contacté un avocat et que la guerre ne faisait que commencer. Les 6 mois qui avaient suivi l'ouverture du testament s'étaient transformés en une guerre d'usure juridique épuisante, une succession d'audiences préparatoires, de contre-expertises médicales et de dépositions sous serment qui avaient vidé Camille de toute son énergie émotionnelle, et certains matins, elle se demandait si elle n'aurait pas dû simplement renoncer à cet héritage pour acheter sa tranquillité définitive. L'avocat de Monique, un ténor du barreau de Bayonne spécialisé dans les contentieux successoraux, avait déployé une stratégie agressive visant à prouver que Simone souffrait d'un début de démence sénile lors de la rédaction du testament, et que Camille avait profité de cette vulnérabilité pour influencer indûment sa grand-mère, constituant ainsi un abus de faiblesse caractérisé au sens de l'article 223-15-2 du Code pénal. Maître Leblanc, l'avocate que Camille avait engagée sur recommandation de Diego, avait méthodiquement démonté cette thèse en produisant les certificats médicaux de Simone, ses relevés bancaires prouvant qu'elle gérait ses finances de manière autonome jusqu'à son décès, et surtout les dizaines de lettres échangées entre la grand-mère et la petite-fille sur une période de 10 ans, attestant d'une relation authentique et profonde. L'audience finale au tribunal d'instance de Bayonne avait lieu un jeudi de mars, dans cette salle aux boiseries sombres où le juge Martinez présidait avec cette sévérité bienveillante des magistrats qui ont vu passer des centaines de drames familiaux identiques. Toute la famille était présente. Monique impeccablement habillée d'un tailleur Chanel noir qui lui donnait des airs de veuve inconsolable. Bernard affaissé sur sa chaise avec cette expression de chien battu qu'il arborait depuis toujours, et Chloé qui évitait soigneusement de croiser le regard de quiconque. L'avocat de Monique avait plaidé pendant 45 minutes, avec cette emphase théâtrale, qui cherchait à émouvoir plutôt qu'à convaincre, dépeignant Camille comme une fille ingrate et manipulatrice, qui avait exploité cyniquement l'affection d'une vieille dame isolée pour s'approprier un patrimoine qui aurait dû logiquement revenir à la fille aînée. Maître Leblanc avait répondu avec une précision chirurgicale, rappelant que la liberté testamentaire était un principe fondamental du droit français, que Simone avait le droit absolu de disposer de ses biens comme elle l'entendait, et que l'absence de relation entre Monique et sa propre mère était documentée par des années de visites espacées et de conflits répétés. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'était produit, quelque chose que Camille n'aurait jamais anticipé, même dans ses scénarios les plus optimistes. Quand le juge avait demandé si quelqu'un souhaitait ajouter une déclaration avant le délibéré, et que Chloé s'était levée lentement, la voix tremblante mais claire. « Monsieur le juge, je voudrais témoigner que mamie Simone adorait Camille. Elle me l'a dit des centaines de fois au fil des années. Elle répétait que ma sœur était la seule de la famille à avoir du cran et de l'intégrité. Ma mère ne supporte simplement pas qu'on ait choisi Camille plutôt qu'elle, c'est tout. » Le silence qui avait suivi cette déclaration était assourdissant. Monique s'était levée d'un bond en accusant Chloé de trahison, de manipulation, d'ingratitude absolue après tout ce qu'elle avait fait pour elle,
et le juge avait dû frapper plusieurs coups de marteau pour ramener le calme dans la salle. Bernard était resté prostré sur sa chaise, les mains crispées sur ses genoux, incapable de prendre parti dans ce naufrage familial qui se déroulait sous ses yeux. Le juge Martin Z avait ajourné l'audience pour délibérer, et 3 semaines plus tard, le jugement était tombé, sec et sans appel, validant intégralement le testament de Simone Mercier et déboutant Monique de toutes ses demandes avec condamnation aux dépens. Camille avait lu le jugement seule dans son appartement de Saint-Sébastien, assise sur son canapé avec une tasse de thé qui refroidissait entre ses mains, et elle avait ressenti ce mélange étrange de soulagement et de tristesse profonde, parce qu'elle avait gagné juridiquement, mais perdu définitivement toute illusion de réconciliation familiale possible. En sortant du tribunal le jour du délibéré, elle avait croisé son père sur le parvis, les traits tirés et les yeux rougis, qu'il avait regardé avec cette expression de regret infini avant de murmurer les mots qu'elle attendait depuis 28 ans. « Je suis désolée, Camille, pour tout, pour chaque fois où j'aurais dû te protéger et où je n'ai rien fait. » Elle avait soutenu son regard pendant un long moment, cherchant dans ses propres émotions quelque chose qui ressemblerait à du pardon ou à de la compassion. Et ce qu'elle avait trouvé était plus complexe, une reconnaissance de sa douleur mêlée à la certitude qu'il était trop tard pour reconstruire quoi que ce soit de substantiel. « Je sais que tu es désolé, papa, et je comprends que tu as fait ce que tu pouvais avec tes propres limites, mais c'est trop tard pour le genre de pardon que tu cherches. Peut-être qu'un jour on pourra prendre un café et parler de choses neutres, mais pas maintenant, pas aujourd'hui. » Elle était partie sans se retourner, et en marchant vers sa voiture, elle avait senti ce poids invisible qu'elle portait depuis l'enfance se desserrer légèrement, juste assez pour qu'elle puisse enfin respirer complètement. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jugement. 3 mois pendant lesquels Camille avait lentement reconstruit quelque chose qui ressemblait enfin à une vie choisie plutôt que subie, et quand Diego lui avait proposé de co-diriger un projet d'envergure mondiale sur la restauration des océans basé à Sydney pour 2 ans, elle avait dit oui sans une seconde d'hésitation, comprenant que cette opportunité était exactement ce dont elle avait besoin pour tourner définitivement la page et écrire un nouveau chapitre qui n'aurait rien à voir avec Biarritz, Monique ou les fantômes d'une famille qui ne l'avait jamais vraiment vue. L'appartement de Mamie Simone dans le quartier Saint-Esprit avait été rénové avec soin, les murs repeints en blanc cassé, la cuisine modernisée, le parquet poncé et vitrifié, et Camille avait décidé de le louer meublé à un jeune couple de chercheurs plutôt que de le vendre, gardant ainsi ce lien symbolique avec la seule personne de sa famille qu'il avait aimée inconditionnellement. Elle avait organisé une petite fête d'adieu dans son appartement de Saint-Sébastien, avec Inès qui avait pris le train depuis Biarritz, Diego qui avait préparé des pains de sauce maison, et quelques collègues du laboratoire qui étaient devenus au fil des mois cette famille choisie qui valait infiniment plus que les liens du sang. Inès avait porté un toast émouvant en levant son verre de tsakoli, racontant comment elle avait vu Camille arriver au laboratoire 6 mois plus tôt complètement brisée, et la voyait maintenant partir vers l'autre bout du monde avec cette lumière dans les yeux qu'ont les gens qui ont enfin compris qu'ils méritaient le mieux que la médiocrité affective. Diego avait ajouté en riant qu'elle était la collègue la plus chiante qu'il ait jamais eue parce qu'elle le poussait constamment à être meilleure, et que Sydney avait intérêt à être prête pour l'ouragan Camille qui allait débarquer dans leurs laboratoires aseptisés. Le message de Chloé était arrivé 2 jours avant le départ, un texto sobre envoyé à 23 heures qui disait simplement « Bon vent, petite sœur, je suis en thérapie depuis 3 mois et je commence à comprendre des choses sur maman et sur moi. Peut-être qu'un jour on pourra vraiment se parler sans tout ce poids du passé entre nous. » Camille avait relu le message plusieurs fois avant de répondre avec la même sobriété. « Je te le souhaite sincèrement, Chloé. Prends soin de toi et n'hésite pas à poser les limites dont tu as besoin. » Et elle avait ressenti quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir, pas pour une réconciliation miraculeuse, mais pour la possibilité qu'un jour, peut-être, elles puissent se regarder comme 2 femmes qui ont survécu au même naufrage familial. Son père avait envoyé une carte postale qui était arrivée le matin du départ, une vue du phare de Biarritz, avec au dos une seule phrase tracée d'une écriture tremblante. « Fier de toi, papa. » Camille l'avait rangée dans un tiroir de sa valise, pas encore prête à rouvrir cette porte, mais touchée malgré elle par ce geste minuscule qui prouvait qu'il pensait à elle, que quelque part dans sa lâcheté et ses compromissions, il avait toujours su qu'elle méritait mieux que le rôle qu'on lui avait assigné. À l'aéroport de Biarritz Pays Basque, debout devant les grandes baies vitrées qui donnaient sur l'océan Atlantique, Camille avait regardé une dernière fois cette mer qu'elle connaissait par cœur,
ces vagues qui l'avaient accompagnée pendant toutes ces années de reconstruction silencieuse. Elle avait repensé à ce soir où elle avait trouvé sa robe de mariée déchirée, à ce sourire glacial qu'elle avait offert à sa mère en quittant la villa familiale. Et elle comprenait maintenant que ce sourire n'était pas une victoire sur eux, mais une victoire sur elle-même. La décision consciente de ne plus mendier l'amour de ceux qui ne savaient pas le donner. De ne plus sacrifier sa dignité sur l'autel d'une loyauté familiale toxique qui ne lui avait jamais rien rapporté d'autre que de la souffrance. Ce que Camille avait appris au fil de ces mois de thérapie et de reconstruction, c'est que la famille choisie, celle qu'on construit avec des amis sincères, des mentors bienveillants et des complices de vie, vaut infiniment plus que la famille biologique quand celle-ci est incapable d'amour véritable. Et que le pardon n'est pas une obligation morale, mais un choix personnel qu'on fait uniquement si ça sert notre propre guérison. Elle montait dans l'avion avec 2 valises, un billet pour Sydney, et cette liberté infinie de ceux qui ont enfin compris qu'ils n'avaient plus rien à prouver à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Voilà, l'histoire de Camille se termine ici, quelque part entre le ciel et l'océan, en route vers une nouvelle vie qu'elle a choisie elle-même. Et vous, qu'en pensez-vous? A-t-elle eu raison de couper les ponts définitivement, ou aurait-elle dû donner une seconde chance à sa famille? Partagez votre avis en commentaire. Votre expérience peut aider quelqu'un qui traverse une situation similaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits inspirants. À bientôt. Prenez soin de vous.